Week-end très plaisant, j'imagine, et reposant pour les uns et les autres, et peut-être un week-end également chargé de boulot pour certaines personnes également. En tout cas, aujourd'hui, comme d'habitude, on se fait le plaisir de vous proposer du divertissement, en compagnie également de beaucoup d'informations. Ce matin, on ira du côté de l'Angleterre, où se tiennent les obsèques de la reine Elisabeth en ce moment même. Ce sera l'objet de l'info du jour. Le sujet du jour s'intéressera à Macron qui va mettre sur pied une loi, un projet de loi visant à s'intéresser un tout petit peu à l'asile, au droit d'asile des étrangers, des migrants africains, ainsi que l'amélioration des conditions d'immigration également en France. On en parle ce matin dans le cadre du sujet de ce jour. Et puis on ira également dans beaucoup d'autres capitales africaines pour s'intéresser notamment à l'image du jour, le buzz du jour et les unes du jour. Et ça se passe toujours en compagnie de belles dames sur ce plateau, notamment Kwetu. Bonjour Kwetu, comment ça va? Ça va bien, bonjour Quacap, bonjour à tous ceux qui nous retrouvent pour cette autre semaine en votre compagnie, une compagnie des plus plaisantes bien sûr, et pour vous qui découvrez seulement l'émission aujourd'hui, vous faites bien d'être des nôtres. Je m'évite à utiliser le terme plaisir ce matin. Je vous dirais d'emblée que c'est un plaisir de vous retrouver, de vous recevoir aussi. Plaisir partagé, bien évidemment. Et de l'autre côté, juste en face de vous, Kwetu, on va retrouver Mouto. Bonjour. Bonjour Quacap, bonjour à nombreux téléspectateurs et internautes de For Youth Media. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Une fois de plus en ces débuts de semaine. Et d'ailleurs, je vous souhaite une excellente semaine. Une excellente semaine à passer en notre compagnie, puisque nous sommes là tous les jours de lundi au vendredi 10h45, 12h. C'est le meilleur de l'actualité associé au divertissement. Tout de suite, voici le coup d'envoi, voici le sujet du jour. Le sujet du jour qui nous conduit du côté de la France ce matin, on va s'intéresser donc à cette problématique et essayer de ressortir l'intérêt de l'Afrique dans ce sujet. Projet de loi sur l'asile et l'immigration pour pallier à une politique inefficace et inhumaine. Macron fait-il les yeux doux à l'Afrique face à une politique absurde, inefficace et inhumaine en matière d'immigration? Emmanuel Macron a annoncé jeudi dernier le dépôt d'un projet de loi sur l'asile dès début 2023. Le président de la République a notamment insisté sur la nécessité de réformer les procédures françaises pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Actuellement, Emmanuel Macron estime que la politique française consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent et qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers les plus pauvres, une stratégie qui ne fonctionne pas, non seulement parce que les autorités françaises se retrouvent avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de leurs voisins européens, mais aussi parce que cette pression fait qu'ils soient accueillis trop souvent mal, selon le chef d'État français. Ce projet de loi devra donc permettre de préserver les droits fondamentaux de toute personne tout en luttant contre toutes les pratiques dilatoires, dit-il. Le chef de l'État plaide ainsi pour une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire français, notamment dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population et où plane désormais le spectre de la fermeture des classes, vraisemblablement des écoles et des collèges. En effet, pour Emmanuel Macron, les conditions d'accueil des immigrés seront bien meilleures que s'ils sont mis dans des zones qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs. D'ailleurs, il en évoque aussi la politique d'apprentissage plus rapide du français, d'investissement dans la formation professionnelle. Dans la feuille de route, il est également question de travailler sur l'efficacité des politiques de reconduite à la frontière pour les étrangers en situation irrégulière. L'objectif est donc de conditionner l'octroi des visas à l'esprit de coopération pour reprendre les étrangers en situation irrégulière, à commencer par celles et ceux qui troublent l'ordre public.
Pour rappel, en 2021, 47,5% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique, notamment l'Algérie, soit 12,7%, le Maroc 12%, la Tunisie 4,5%, l'Afrique subsaharienne représentant environ 13%. Avec ce projet de loi, Emmanuel Macron espère-t-il séduire et reconquérir l'Afrique? Sa matérialisation serait-elle une bonne nouvelle pour les migrants africains? On en parle ce matin sur For You Télévision, en simultané sur For You Radio, 96.3 FM à Douala au Cameroun, bien évidemment. Et M. Noubissou Afo sera de la partie dans quelques instants pour décrypter, décoder cette actualité qui nous vient de la France et qui devrait peut-être, d'après son analyse, avoir ou pas un intérêt pour l'Afrique. Alors, mesdames, sur ce plateau, Emmanuel Macron, à travers ce projet de loi, vise-t-il à reconquérir l'Afrique, à s'attirer la sympathie des migrants africains? D'après vous, Kwetu? Il serait difficile quand même de ne pas faire le lien entre ces derniers déplacements en Afrique, sa volonté manifeste à renouer des liens, tout ce qu'il y a de plus, des liens amicaux avec les pays africains, tourner en Afrique subsaharienne, quelques jours après visite en Algérie et quelques semaines après que ce projet soit mis sur la table. Il y a clairement un lien qu'on peut faire, un rapprochement qu'on peut faire donc entre les deux. Mais il faut noter quand même que si c'est un projet aujourd'hui, cela n'inclut pas forcément que ça puisse avoir implémentation. Il faut dire que lors des élections législatives, notamment en France, d'il y a quelques mois, il y a l'opposition aujourd'hui qui s'est raflé une bonne part, il faut le dire, des sièges de l'Assemblée nationale du côté de la France, et qui fait qu'aujourd'hui, un projet doit être validé par une bonne part, voilà, de ces élus de la nation. Donc aujourd'hui, que d'émettre un projet comme celui-là, ok, soit, on apprécierait. C'est une bonne intention, c'est une belle intention. C'est clairement une façon de rassurer ces nombreux migrants africains qui résident. D'ailleurs, les chiffres, on les a partagés tout à l'heure. Ça en fait quand même beaucoup de ressortissants africains sur le territoire français et qui se plaignent pour d'aucuns de conditions ou alors de ce que le système en place ne prend pas forcément toujours en compte leur situation qui est parfois précaire, tant pour le logement comme l'accès aussi également à d'autres postes. Donc c'est assez salutaire, mais ma foi, ça va pas forcément, ça va pas forcément aboutir sur quelque chose. Bon, qu'on soit moins clair là-dessus. Alors, il parle de conditions, il parle de politique inefficace et inhumaine. Alors, j'insiste sur le mot, sur l'adjectif inhumain, voilà. Macron se rend compte, ma chère Moto, d'après ses analyses et d'après ses dires, que la politique française jusque-là, en matière d'immigration, est inhumaine. C'est aujourd'hui que Macron se rend compte que les migrants sont maltraités du côté de la France. Macron est asphyxié même, il est étouffé par tout ce qui se passe en Afrique, par l'Afrique qui est en train de rejeter la France. Je pense qu'après son départ du côté de l'Algérie, donc la manière dont il a été accueilli du côté de l'Algérie, je pense qu'après ça, il s'est posé des questions depuis l'île taraude son esprit là. Il réfléchit, mais qu'est-ce que je vais mettre sur pied pour essayer de séduire, pour essayer de reconquérir. Donc on sait bien que le volet des immigrants, c'est un volet assez très important, sensible, voilà, et donc il passe par ce volet-là pour essayer de faire les yeux doux, comme tu as dit là sur le sujet à l'Afrique. Mais est-ce que, bien même que cette décision soit prise par Macron, est-ce qu'elle sera mise sur pied? On ne sait pas, c'est des mots, le moment, voilà. Il faut que l'Assemblée se prononce de ce côté, du côté de la France notamment, et il trouve un écho favorable à ce projet de loi d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'on observe quand même au sein de la classe politique française devant l'opposition, et même l'opinion publique de façon générale, il y a comme une sorte de rejet. Oui. On n'accueille pas forcément favorablement cette idée d'Emmanuel Macron et beaucoup même dans leur réaction. Si vous faites un tour sur Facebook, notamment sous les différentes publications relatives à cette annonce, la plupart des grands journaux et quotidiens français qui ont titré là-dessus, vous allez voir des réactions des internautes français
qui vous demandent s'il faut leur garder des meilleurs appartements luxueux, les plus luxueux ou quoi, pour que ce soit moins inhumain. Voilà, parce que Mme Macron, dans son idée, il estime que peut-être il faudrait envoyer les migrants qui arrivent en France dans certaines parties du pays où on connaît, qui se dépeuplent au fur et à mesure, qui connaissent un tout petit peu ce qu'on appelle l'exode rural quand même, parce qu'il faut dire que de ce côté-là également c'est le cas, parce qu'il y en a qui quittent des zones rurales, des campagnes pour aller en hexagone, pour aller à Paris, pour aller dans les grandes villes. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les migrants, dans sa conception, les migrants, quand ils vont là-bas, c'est la meilleure destination qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire aller travailler dans des campagnes, dans des champs, dans des plantations, dans des vignes? C'est clair qu'ils ne se seraient pas prononcés quand même quant à leur dire aller dans les villages. Hein. Je crois que l'approche aurait été des plus... Ils parlent de campagne. Des plus... Bon, on y met la forme. On y met la forme quand même, parce que quand tu as aidé quelqu'un, autant l'aider dans l'environnement qu'il aura choisi, ou de lui imposer que d'avoir à aller vivre vers d'autres. Est-ce que c'est pas une forme d'immigration choisie? C'est-à-dire que lui, il vous dit, si vous voulez, vous venez chez nous, tout ça là, désolé, on vous accueille souvent très mal, on vous accueille, on vous fait souffrir, on vous entasse dans des endroits où tout le monde, et c'est compliqué, hein, de la cohabitation, tout le reste. Il y a tellement de personnes déjà ici, mais je pense qu'on peut vous envoyer plutôt dans tel ou tel, dans des villages, dans des zones où des Français... C'est une façon de repeupler également les campagnes françaises, hein, mais il faut dire que c'est des campagnes aussi qui sont très conservatrices. Il faut pas se le mentir. La population y est assez vieillissante et d'aucuns, c'est volontairement qu'ils le sont, hein, dans cette espèce d'espace vide. Il faut dire que beaucoup aussi sont acquis à la cause parfois du PS, du Parti Socialiste, qui n'est pas très progressiste et qui ne voudrait pas peut-être se voir envahi par ces migrants africains. Donc, il y a beaucoup d'éléments, je pense, hein, qui entrent en jeu. Et pour l'heure, ce ne sont que des mots, vraiment que des mots, quand on sait ô combien, justement, le parti de Marine Le Pen est assez réfractaire, justement, à cette façon de bousculer les traditions, on va dire comme ça, et qu'ils ont connu quand même une certaine victoire lors des dernières législatives en France. Il ferait potentiellement blocus, hein, à ce projet de loi. Et voilà, tant que ça ne reste que de l'ordre des mots et que ça n'a pas encore été soumis au Parlement. Au Parlement, voilà. Je ne donne que très peu de chance finalement à ce projet d'aboutir. Mais c'est assez salutaire et on le sait, on le voit aujourd'hui. La question de comment est-ce qu'on traite les minorités est des plus importantes, d'autant plus qu'ils gagnent du terrain et finalement constituent un élément assez fort dans l'éclat, on va dire, ou alors dans le succès, hein, économique que connaît même la France aussi. Et ben voilà, mesdames et messieurs, vous avez un aperçu, hein, sur ce sujet. Vous pouvez réagir également sur notre direct, laissez vos commentaires sur Facebook, For You Media, sous le lien de l'émission En Revenu là-dessus. Laissez votre commentaire qui sera lu dans la suite de cette émission. Dans la suite de l'émission, justement, nous aurons l'image du jour, nous aurons les unes du jour, nous aurons le buzz du jour, nous aurons l'intervention de M. Noumessi Wafo, mais tout de suite, voici l'info du jour. Funérailles d'Elisabeth II, le programme des obsèques c'est ce lundi, 19 septembre 2022, ma chère Mouton. Effectivement, COCAP, l'info du jour, nous mène du côté du Royaume-Uni, notamment la période du deuil national touche à sa fin au Royaume-Uni. La reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans, sera inhumée ce lundi en fin d'après-midi à l'abbaye de Westminster. L'abbaye de Westminster. Westminster. The Westminster Abbey. English is well. Eh bien, avant que la reine ne soit inhumée lors d'une cérémonie privée à la chapelle Saint-Georges du château de
Windsor. Voilà, près de 2000 invités sont attendus à ces obsèques retransmises dans le monde entier des membres de la royauté, mais aussi environ 500 dignitaires étrangers, dont de nombreux présidents et ministres. L'organisation de ces funérailles d'État, les premiers depuis celle de Winston Churchill en 1965, représente pour la police de Londres un défi sans précédent et mobilise des milliers de policiers et militaires en coulisses. Les répétitions battent leur plein et aux abords de Westminster Hall, les plus ardents, campait déjà pour s'assurer une place de choix. Le nouveau roi a achevé vendredi, le roi Charles III a achevé vendredi dernier au pays de Galles sa tournée à travers le Royaume-Uni. Les funérailles d'Élisabeth II marquent la fin de 12 jours d'immenses émotions nationales qui auront permis, avec la solennité, dans la monarchie britannique, a le secret d'accompagner la reine vers sa dernière demeure et à son héritier de s'installer sur le trône. Ce dernier a ainsi enchaîné hommage et engagement officiel depuis la mort de sa mère. On va prendre le programme donc de cette journée consacrée aux funérailles de la reine Élisabeth II. Eh bien, à 11h44 GMT précise le cercueil installé sur le State Gun Garcia à fût de canon de la Royal Navy, The Royal Navy, ladies and gentlemen, I present to you the Royal Navy. Eh bien. Et donc, à midi GMT, à 12h de GMT, débutera à la baie de Westminster. So British. Pourquoi je n'insiste pas mes cours d'anglais? Voilà, où sont attendus ces 2000 invités, dont de très nombreux chefs d'État et personnalités du monde entier. Et donc la cérémonie religieuse qui dirigeront David Oley, doyen de Westminster, et Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, où la première ministre Liz Truss prononcera une allocution. Le service funèbre se terminera à 12h55, heure à laquelle sera joué le Last Post, sonnerie aux morts, qui sera suivi à 13h de 2 minutes de silence. Et bien à 13h15 GMT, une longue procession ponctuée par les closer de Big Ben qui sonneront toutes les minutes mènera le cercueil de la reine de Westminster à l'arc de Wellington, que l'autre côté dit de Parc d'où seront tirées des salves de canon tous les 2 minutes. Une fois arrivé à ce point, vers 14h GMT, le cercueil sera chargé dans un corbillard qui se dirigera en convoi automobile jusqu'au château de Windsor, distant d'une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, dans le comté de Berkshire. Voilà. Et donc à partir de 16h GMT, une procession à pied mènera le cercueil de la reine sur 15 km jusqu'à la chapelle Saint-Georges de Windsor, où se déroulera à partir de 17h GMT une ultime cérémonie religieuse à laquelle assisteront 800 invités et qui s'achèvera à 17h45. Dans la soirée, à 20h30 GMT, en privé et sans caméra, Élisabeth II sera inhumée dans la chapelle commémorative du roi George V, aux côtés de son époux, le prince Philippe. Sur une plaque de marbre sera gravée Élisabeth II 1926-2022. Et ben voilà. Désolé pour la prononciation assez bizarre. L'anglais, ce n'est pas ta langue maternelle. On ne va pas te tenir rigueur là-dessus. Voilà. L'anglais, ce n'est pas votre langue maternelle. Voilà, je suis persuadé que si on parlait en sawa. Bon, d'accord, nos comments. En tout cas, c'est assez extraordinaire, c'est impressionnant, ma chère Couture, tout ce déploiement pour le dernier et l'ultime hommage à la reine Elisabeth II qui nous a quittés il y a quelques jours, le 8 septembre. Oui, on y est, c'est assez impressionnant, des chiffres à peine réels quand même quand on entend tout ce qui se passe là-bas. 14 heures de fil
dans les rangs pour certains, simplement pour pouvoir faire cette procession donc devant la dépouille de la reine. Et encore aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est un jour férié en Angleterre, donc les chefs d'État qui y arrivent, qui affluent. Et aujourd'hui, finalement, 19, quand on entend encore déjà tout ce programme, on se dit c'est toute une journée qui sera donc consacrée à cette monarque qui, durant 70 ans, aura donc régné sur la Grande-Bretagne et ses autres pays. Donc voilà, beaucoup ont la possibilité d'ailleurs de voir ça en direct aujourd'hui sur plusieurs chaînes de télévision internationales. Donc on a déjà vite fait de qualifier ça l'événement du siècle, ou alors le funérail du siècle. Voilà. Bon. On attend en fin de journée de voir le record peut-être d'audience que cela va atteindre, mais on s'attend presque aujourd'hui à un record qui sera battu. Oui. Bon, en tout cas, bel hommage à cette monarque. C'est bien que ce soit... Bon, qu'elle reçoive des hommages de la part de ses sujets, de ses ressortissants, c'est une bonne chose. Beaucoup sur la toile également... s'insurge un tout petit peu contre l'appropriation de cet hommage-là par les Africains. C'est-à-dire qu'il y a des Africains qui sont beaucoup plus concernés par cet hommage-là et par ce deuil, cette disparition d'Elisabeth II, peut-être même plus que certains Anglais, certains Britanniques, parce qu'il faut parler de Grande-Bretagne. Quand on parle de Grande-Bretagne, il y a également l'Écosse, il y a le pays de Galles, il y a, je crois également, il y a l'Irlande. C'est la couronne britannique, c'est pas un seul pays. Quand on parle de Grande-Bretagne, évidemment, quand on parle d'Angleterre, c'est tout un pays, c'est un seul pays, voilà. Donc, beaucoup se sentent plus concernés. On a même aperçu un Camerounais sur une chaîne étrangère qui pleurait à chaudes larmes avec le drapeau de sa grand-mère. Oui, voilà. Donc, je sais pas. Ça divise. Comme nous les Africains. Devrait-on pleurer le deuil des autres plus que les nôtres? Écoutez, ça n'exclut pas que vous puissiez peut-être être touché. Moi, personnellement, je suis un passionné de Zouk Love. Hier, c'était le 18 septembre. On célébrait la disparition de Patrick Saint-Éloi, ex-membre de Kassav. En tant que personne très attachée au zouk et à ce monument de la musique antillaise et afro-carabienne, ça me touche, mais peut-être pas plus. Bon, peut-être quand on s'intéresse également aux artistes africains, mais oui, je suis également beaucoup plus concerné, peut-être plus que quand il s'agit de ces étrangers-là. Donc, ce qui est décrié sur la toile, c'est peut-être cette façon-là qu'ont certains Africains de beaucoup plus s'intéresser. Vous allez voir, il y aura beaucoup de chefs d'État africains qui vont, pour avoir bonne presse, ils seront là-bas, ils seront présents, ils vont aller s'aligner pour assister. Quand il s'agit des options, quand il s'agit, on célébrait encore l'autre jour les 64 ans de la disparition de Robert Umniobe. Pas beaucoup de célébrations non plus, pas beaucoup d'hommages. On a même vu le drapeau, je crois au Ghana, le drapeau qui a été mis en berne de ce côté pour rendre hommage. Allez, bon, en tout cas, ça, écoutez, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, chacun sa façon de célébrer ses héros et tout ça. On a vu, vous parliez tout à l'heure de 14 heures d'attente, on a aperçu un David Beckham qui a patienté pendant près de 12 heures sur place pour pouvoir avoir son tour. Et beaucoup d'aucuns ont réagi sur la toile en disant David Beckham, tout Beckham qu'il est, avec tous les privilèges qu'il a, avec la starmania et la notoriété, le charisme, il représente une emblème, mais il accepte, il ne veut pas traverser les rangs. Ça aurait été certaines personnes que nous connaissons qui aurait dit moi je suis et qui aurait trouvé le moyen, même par corruption, pour pouvoir monnayer pour pouvoir sauter. C'est également un bel exemple en tout cas. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes parvenus déjà pratiquement à 11h passées de 17 minutes. On va tout de suite s'intéresser aux unes du jour. Avant de retrouver monsieur Noubi Silva au téléphone dans quelques instants, on fait un tour dans les kiosques avec Kwetu. C'est parti. Alors, on
fait le tour de quelques unes africaines encore ce matin dans notre rendez-vous des unes du jour. Une donc de ce 19 septembre 2022 que nous démarrons du côté du Cameroun avec notamment le journal Cameroun Tribune, le quotidien donc qui ce matin encore revient sur ce fait d'actualité concernant la reine d'Angleterre aujourd'hui décédée, la reine Elisabeth II. Paul Biya représenté. Il faut préciser donc que le président camerounais était donc invité aux cérémonies prévues ce lundi 19 septembre à Londres et le président de la République du Cameroun a décidé de s'y faire représenter par son premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Goutey, qui a quitté le pays vendredi dernier à cet effet. Donc aujourd'hui, on sera représenté au Cameroun, en Angleterre, voilà, le Cameroun par son premier ministre, Joseph John Goutey. Une actualité à lire en page 3 de cette parution donc de ce lundi dans Cameroun Tribune. À la suite de Cameroun Tribune, on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité du côté du Tchad, avec notamment le journal Al-Wida Info. Tchad, il faut créer formellement des tribunaux coutumiers au profit des chefs de canton. Voilà, une sortie donc qui est relatée dans cet article. Il faut préciser donc le chef de canton B.A.D. Diounera, ce sont donc ses propos, en participant au dialogue national et qui s'inquiète du discrédit grandissant de la population envers les chefs traditionnels à cause notamment de certaines pratiques. Il pointe comme conséquence la montée de la violence. Voilà, vous avez dans cet article quelques de ses propos dans le contexte bien sûr du grand dialogue national inclusif qui se tient du côté de N'Djamena au Tchad. Après le Tchad, cap du côté de l'Afrique de l'Ouest avec notamment le site internet Malijet qui, dans cet article, titre « Soldats ivoiriens détenus au Mali, Abidjan crie au chantage et saisit la CEDEAO ». Voilà, le bras de fer continue entre Côte d'Ivoire et le Mali à propos des soldats ivoiriens détenus au Mali. Et il faut préciser donc que dans cet article, il est précisé que les autorités ivoiriennes s'insurgent contre la montée, contre la demande, voilà, des autorités maliennes d'échanger des soldats ivoiriens contre des personnalités politiques en exil du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un article que vous aurez la possibilité donc de lire ce matin dans les colonnes, enfin dans malijet.net. Alors après le Mali, on reste en Afrique de l'Ouest avec notamment le site guinénews.org. Éducation, quand les établissements scolaires cohabitent avec les marchés, les débits de boissons et les motels de passe. Voilà, on fait donc de société qui est aujourd'hui donc traitée par guinénews.org. Comment est-il possible d'aménager un marché, un maquis et autres chambres de passe à côté d'un établissement scolaire qui est censé être un temple de l'éducation des enfants? Une question que tente donc de répondre Guinée News, qui revient donc sur ce fait des plus tristes quand même, rocambolesques, du côté donc de la Guinée. Voilà. Réellement une question des plus importantes dont vous aurez réponse dans cet article. Après la Guinée, on est toujours du côté d'Afrique de l'Ouest, on s'intéresse dans l'actualité du côté d'Abidjan qui revient sur un autre fait d'actualité que nous avons évoqué précédemment, l'affaire une fois de plus des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Et dans cet article d'Abidjan.net, on revient sur les propos d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui est donc cité. Ce ne sont pas des mercenaires, les affirmations donc d'Antonio Guterres qui sont relatées dans cet article. Le secrétaire général de l'ONU a donc affirmé ses propos selon lesquels les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier ne seraient pas des mercenaires. Il a tenu ses propos dans un entretien à lui accordé notamment sur la radio France Internationale et France 24. C'était dimanche dernier, c'était donc hier, il y a quelques heures, et vous pourrez donc avoir la teneur de ces propos de secrétaire général
de l'ONU dans cet article à lire dans Abidjan.net. Et sur ce, on met un point final à notre revue des unes africaines de ce matin. Et ben voilà, merci ma chère Kodjo, on a voyagé sans décoller et on s'est retrouvé dans pas mal de capitales africaines avec vous. Regardez ce qui se passe en Guinée, hein, oui, la cohabitation des établissements scolaires avec des débits de boissons, des maquis. Des motels. Les maquis, c'est quoi? C'est les snacks. C'est cette façon d'appeler les snacks de ce côté-là. Les maquis, hein, juste à côté des établissements scolaires. Quand on dit B, A, B, B, E, B, les gens sont de ce côté, ils sont avec coupé décalé, ça. Hein. Et malheureusement, c'est une réalité qu'on connaît aussi dans d'autres pays. Et quand un enfant sort des cours aux environs de 14-15 heures, il y a de fortes chances parfois qu'il se retrouve avec un parent qui sort d'une chambre de passe quelque part. Papa, tu fais quoi ici? C'est terrible. Bon, c'est assez rocambolesque en tout cas. Faut vraiment les écarter de ces établissements. C'est comme de recevoir un enseignement et une fois de sortie des classes, on a... C'est dire à tout ce qu'on a dit là-bas. Bon. Allez, on se plonge dans l'alcool. Les enseignants peuvent s'y retrouver avec des élèves. Bon. Autre chose encore des plus regrettables. On en a même vu des enseignants qui se retrouvent dans des cours après les cours. Après le cours, c'est la cour. Voilà. Faire la cour aux élèves. Allez, merci pour cette note d'humour également. On va tout de suite retrouver Monsieur Nombessi Wafo de l'autre côté, hein, au bout de la ligne. J'imagine qu'il est déjà positionné. Monsieur Nombessi Wafo, allô, bonjour. Allô, allô. Bonjour, Monsieur Kwakapadi. Voilà. Bonjour à Queen. Bonjour à Emmanuel, bonjour à tous ceux qui nous entendent ce matin. Bonjour, bonjour Monsieur Nombessi Wafo. Merci, bonjour à vous, à studio. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, Monsieur Nombessi Wafo? C'est important de le savoir. Non, un week-end très pluvieux. Et vous savez, les pluies, ça limite énormément de choses, ça limite des mouvements. Et donc, on ne peut pas, avec tout ce qui s'est passé dans le week-end en termes de pluie et qui continue maintenant, dire que tout a été agréable. Non, on a essayé de braver les intempéries, mais bon, on est encore là. Voilà. Merci d'être là ce matin encore. Ce matin, nous parlons de ce projet de loi sur l'asile et l'immigration pour pallier à une politique inefficace et inhumaine d'après Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron fait les yeux doux à l'Afrique? Avec ce projet de loi, Emmanuel Macron espère-t-il séduire et reconquérir l'Afrique? Sa matérialisation serait-elle une bonne chose, une bonne nouvelle pour les migrants africains? Quel intérêt véritable, monsieur Nombessi Wafo, pour l'Afrique? Bon, mais moi, je pense qu'il n'y a pas quoi que ce soit à espérer d'un projet de loi comme celui-là, en ce qui concerne l'Afrique. D'abord parce que Macron n'est pas le président de l'Afrique. Macron, c'est le président des Français. Et Macron réfléchit en termes de lutter pour les intérêts de la France et donc les intérêts des Français. Je crois qu'il faut partir sur ces bases-là pour commencer la lecture de cette autre actualité-là. Donc, Macron, lui, il parle de remodeler la politique d'immigration en France. Une politique d'immigration qu'il trouve absurde, qu'il trouve inefficace et qu'il trouve même inhumaine. Quand des propos comme ceux-là sortent de la bouche d'un homme qui dirige quand même une puissance impérialiste, comme la France, qui dirige une puissance qui est colonisatrice, qui dirige une puissance qui est même néocolonisatrice, on peut se demander quelle est l'universalité de la morale que peut, je veux dire, dégager une telle préoccupation. Il faut relever que Macron lui parle de davantage réduire, ou si vous voulez, de conditionner l'immigration par un esprit, ce qu'il appelle un esprit de collaboration avec les États. Et cet esprit de collaboration voudrait que ce soit facile de reconduire vers leurs États d'origine tous ceux
qui, en France, poserait des problèmes. Et vous savez que sur cette question-là, il y a parfois des États qui sont réticents à reprendre des exilés, notamment des exilés politiques. Et Macron met en première ligne de cette affaire ceux qui, selon lui, sont supposés s'attaquer à l'ordre public en France. Alors, quand on voit que, voilà, quand on se rend compte que la France est devenue le territoire par excellence des activistes africains qui manifestent de plus en plus contre la politique française en Afrique, on se demande si ce n'est pas un moyen de faire taire ou alors de purifier le sol français de tous ceux qui seraient de nature à contester la politique de la France concernant l'Afrique. Donc ça, c'est le premier point. Autre chose, c'est que Macron estime que l'accueil des immigrants en France pose des problèmes dans les grandes métropoles, notamment dans les grands centres urbains, parce que ça davantage densifie la pauvreté en ceci qu'on accumule des pauvres dans des quartiers où règne la misère. Il préconise donc une certaine répartition de ces populations-là immigrées sur le sol français et notamment dans les zones rurales. Monsieur Kouaka a dit, il faut bien réaliser que les zones rurales en France ont une vocation essentiellement agricole. Et donc, quand Macron réfléchit de cette manière-là, il veut résoudre un problème posé également par la guerre en Ukraine. Et vous savez que la guerre en Ukraine pose un problème d'approvisionnement, pas seulement en France, mais dans le monde, ou alors dans une grande partie du monde, en termes de production céréalière. Et donc, Macron, dans cette perspective-là, veut régler le problème de la production agricole française, la densifier pour davantage nourrir les populations de France et exporter vers d'autres pays afin de davantage fructifier les revenus pour le trésor français. Donc, il y a cela qu'il faut voir. Donc, maintenant, tout cela, c'est bon pour la France. Donc, moi, je ne pense pas que les Africains doivent davantage rester les bras croisés en espérant ou alors en décortiquant chaque fois la moindre action ou le moindre acte qui se pose en Occident sous prétexte que cet acte-là devrait être utile ou alors pourrait être utile à l'Afrique. Donc, les actes que les dirigeants occidentaux posent sont bons pour l'Occident, c'est bon pour leur peuple. D'ailleurs, le clivage qu'il y avait hier entre les bords idéologiques, c'est-à-dire le bord communiste et le bord capitaliste, sont en train de se briser aujourd'hui quand on parle de l'Afrique. Parce que, voyez-vous, chaque fois que des gens partent des grandes puissances pour l'Afrique, il y a toujours des allures d'exploitation, des allures de surexploitation même, comme soit du bord communiste ou du... Donc moi je pense pour ma part que ces politiques d'immigration-là qui sont pratiquées en France visent à davantage rendre qualitatifs les immigrants en France, les rendre plus productifs, et ce n'est pas très loin, évidemment plus productif pour la France, et ce n'est pas très loin de ce qu'on a appelé à un certain moment l'immigration choisie. Donc, les Africains ont besoin davantage de leurs enfants sur leur territoire pour développer à partir de leur territoire leur pays par des gens qui partent de l'Afrique parce qu'ils ont des soucis qui vont être exploités en Europe essentiellement pour développer l'Europe, même si de temps en temps on se fout les mains en se disant quand même qu'il y a quelques miettes qui nous parviennent ici. Donc, cette politique-là, pour ma part, l'Afrique n'a rien à en entendre. L'Afrique va travailler ses propres politiques pour nourrir les Africains et pour assurer la puissance et la prospérité de l'Afrique.
Mais monsieur Noumbissi, il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas forcément que du négatif dans l'immigration. J'ai presque envie de dire que c'est vieux comme le monde, des déplacements de population, et que dans cette immigration aujourd'hui, il y a quand même l'économie de l'Afrique quand même qui bénéficie d'une certaine manière de certains de ces fils-là qui sont immigrés en Occident. Est-ce que clairement le problème, c'est simplement d'arrêter totalement l'immigration et de ne plus vouloir que les jeunes Africains y vont, ou simplement de trouver un certain équilibre à ce qu'il n'y ait pas justement simplement l'exploitation de ces Africains de l'autre côté? C'est exactement ce que nous disons. Nous disons que l'immigration, qu'est-ce qui pousse les gens à se déplacer? C'est le bien-être, c'est le vouloir bien vivre. Voilà ce qui pousse les gens à se déplacer. Autrement dit, les gens se déplacent pour la quête de la subsistance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand les gens partent d'Afrique pour l'Europe, ils ne partent pas a priori en Europe pour travailler au profit de l'Europe. Ils partent d'abord pour travailler à leur compte personnel, et l'Europe qui les accueille, généralement les utilise pour son propre compte. Donc nous disons, d'accord, l'immigration c'est bien, mais nous ne pouvons pas compter sur l'émigration des Africains pour résoudre les problèmes de développement et les problèmes d'émancipation en Afrique. Non. Parce que, voyez-vous, on va nous dire que ceux qui sont ailleurs travaillent à renvoyer chez nous des devises pour construire ici ou là quelques facteurs de prospérité. Mais à quelle échelle? Mais regardons nos pays et vous allez vous rendre compte que plus surtout, et je prends le cas du Cameroun, plus les Camerounais sont, moins les problèmes de développement sont résolus. Donc les problèmes de développement ne peuvent pas se résoudre en attendant que ceux qui ont quitté le pays nous renvoient de temps en temps quelque chose de leur moisson là-bas. Non. Les problèmes de développement doivent se résoudre en travaillant à l'intérieur pour donner le maximum de mieux-être à nos populations, à nos pays, à nos États. Donc, nous disons, on ne peut pas dire non à l'immigration ou à l'immigration, mais l'immigration ne peut pas être considérée comme le facteur premier d'un développement véritable. Non. Les politiques en Afrique doivent davantage travailler à ce que les Africains trouvent leur paradis en Afrique et qu'ils n'aient pas besoin tout le temps de fuir parce que la misère est sur place pour des Eldorado parfois hypothétiques et parfois essentiellement problématiques. Pour sortir de cette question, de ce sujet, ce matin, la perception que font les Français, l'opinion publique française, une partie de l'opposition, la classe politique, n'est pas forcément réceptive, favorable à ce projet de loi d'Emmanuel Macron. Il y a déjà quelques réactions qu'on peut apercevoir sur la toile et pas seulement, également dans les médias, depuis l'annonce de ce projet de loi. Comment est-ce que vous analysez cette perception qui n'est pas forcément réceptive des Français? Oui, mais vous avez parlé des politiques. Le terrain politique est un terrain de combat. Et j'ai presque envie de dire que c'est de bonne guerre. Mais écoutez, vous n'attendez pas des adversaires politiques de Macron qu'ils applaudissent chaque fois qu'il engage une action politique, non. Quand on est l'adversaire politique de Macron, on essaye de scruter dans les actes politiques qu'il pose ce qu'il y a de critiquable, ce qu'il y a de condamnable, pour effriter, j'ai presque envie de dire, le capital sympathique qui le maintient au pouvoir et s'attirer, pourquoi pas, cette masse qui finalement vous donne le pouvoir. Je voudrais préciser qu'en politique, l'honnêteté n'est pas la chose la mieux partagée. Qu'en politique, l'humanisme n'est pas la chose la mieux partagée. Qu'en politique, la morale n'est pas la chose la mieux partagée. Et que très souvent en politique, on a affaire à la fourberie, à la ruse, à l'hypocrisie. Donc je ne peux pas, sur la base de ce que Macron est critiqué par les Français, estimer que ces critiques-là sont des critiques qui visent à satisfaire des questions africaines. Non. Même si les critiques en France peuvent donner l'impression d'être pro-africanistes,
eh bien, il s'agit toujours de séduire peut-être l'électorat black là-bas ou l'électorat en provenance de l'Afrique pour davantage capitaliser les voix. Et une fois, très souvent quand ces gens-là sont arrivés au pouvoir, on se rend compte que la politique qu'ils s'appliquent vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis des Africains n'est pas très différente. Vous allez voir que quels que soient les bords politiques qui accèdent au pouvoir en France, la politique française de l'Afrique ne diffère pas beaucoup. Ça veut dire qu'au moins il y a quelque chose qui fait l'unanimité chez les hommes politiques français, c'est des pratiques en ce qui concerne la politique française de l'Afrique. C'est des pratiques qui essentiellement exploitent l'Afrique. C'est des pratiques qui, au-delà du discours, doivent nourrir la France, mais nourrir surtout la classe dirigeante française afin de la rendre toujours plus conquérante et toujours plus puissante. Faut d'avoir fait le tour de cette question ce matin. On vous retrouve demain lorsqu'il sera 11h passé de quelques minutes. Voilà. Portez-vous bien et surtout restez couverts. Évitez la pluie. Merci à vous, merci à tout le monde. Au revoir et à demain. Voilà, monsieur Noubé Sebafo, sur cette question qui a insisté sur l'aspect répartition des flux de migrants. Parce que là, on est dans une question de répartition. Emmanuel Macron estime que certaines régions, certaines métropoles, mégalopoles même de la France, sont déjà suffisamment peuplées pour continuer de recevoir une partie de ces migrants-là et voilà, augmenter de la pauvreté dans certains quartiers qui sont déjà pauvres, d'où le choix de quelques villes, et il a notamment mis l'accent sur la Guyane et Mayotte qui pourraient faire l'objet de la réception, de la répartition de ces flux de migrants là. Donc il vous donne déjà il vous dit déjà même où il faudrait qu'on que Mayotte, la France d'outre-mer, ce qui était considéré comme la France d'outre-mer aujourd'hui, eux également meurent en mer pour essayer de rallier la métropole Paris ou encore d'autres grandes villes. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme dépotoir pour aller être des migrants africains. C'est clair qu'on augmenterait même potentiellement le nombre de morts parce qu'ils essaieraient une fois de plus de revenir du côté des grandes villes. Il y a une année, il y a quelques temps, quelqu'un parlait de la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà, c'était en ces termes-là, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je crois que c'était Marine Le Pen qui le disait. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes rendus à 11 passé de 42 minutes. Heure de Douala au Cameroun. On va tout de suite retrouver le flash. Le flash successivement en langue anglaise et aussi en langue de Vogela dans quelques instants. Tout de suite, voici le flash d'information présenté par J. Fotso, c'est en langue anglaise. It's nice having you over for your television, ladies and gentlemen. Welcome to News Flash. We kick off in West Africa, precisely in Senegal, to say that President Macky Sall named on Saturday, September 16, a prime minister after July 10th legislative election. A presidential decree named Amadou Ba, a former foreign minister, as the new premier of the divided country, 5 days after the return of Parliament, which was marked by a series of incidents and carried out under heavy security. Ba has served under Sall as finance minister between 2013 and 2019 before becoming foreign minister in 2019 until 2020. In DR Congo, let's move away. 250 Ukrainian troops with the United Nations peacekeeping mission in the Democratic Republic of Congo have returned home to help fight Russian forces. When the withdrawal of Ukraine's aviation unit was announced in March, diplomats warned it could leave the UN mission seriously short of helicopters. These are vital in the fight against the various rebel groups based in the thick forests of eastern DR Congo. The 8 Ukrainian helicopters made up about a third of the United Nations fleet. Since the Russian invasion in February, Ukraine had already pulled out its troops from the other UN peacekeeping mission where they had been deployed.
Up next, Somali. President Hassan Sheikh Mohamud has said that his country is seeing gains in the fight against the Somali-based Al-Qaeda-affiliated Islamist militant group Al-Shabaab, following recent clashes in central Somalia between the Somali National Army, supported by pro-government local clan militias, and Al-Shabaab. In a speech to the Somali diaspora community in the Washington area Friday, September 16, he said his government is organizing a strong military front in the southern Jubaland state of Somalia. Finally, we go to European Union to say that this bloc executive recommend suspending some 7.5 billion euros in funding for Hungary over corruption, the first such case in the 27-nation bloc under a new sanction meant to better protect the rule of law. Relations between the European Union and Hungary have been on thin ice for months as Brussels suspects that nationalist Prime Minister Viktor Orban's government is undercutting the rule of law and using European Union money to enrich his cronies. And that is all we had for you, televiewers of For You Television. Thanks for watching. Stay tuned on Rumi L'actu. Thank you so much, Oji, for presenting us this newscast of today, English newscast. Remue l'actu continues. Voilà, allez, nous sommes rendus à quelques minutes de la fin de cette émission. Dans un instant, l'image du jour avec Kwechu. Et puis, peut-être, si le temps nous le permet, on aura également le buzz de ce jour. Sinon, ce sera demain. Alors, Kwechu, je pense qu'on va s'intéresser rapidement à l'image de ce jour qui nous conduit... Une fois de plus, en Angleterre. Ah bon? On est en 2003. Et à l'image, vous allez pouvoir apprécier la sympathie ou du moins le caractère assez amical de cette rencontre entre Vladimir Poutine et la reine Elisabeth II. Il sera donc le grand absent des obsèques de la reine Elisabeth II aujourd'hui, mais compte tenu du contexte géopolitique aujourd'hui marqué par la guerre en Ukraine et le conflit russo-ukrainien, ça va de soi. L'on était déjà fixé quant au fait qu'il ne serait pas là, Vladimir Poutine. L'annonce avait été faite le 9 septembre dernier par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui avait donc initié un point de presse quelques 24 heures après le décès de la reine pour préciser que le Kremlin, l'option du déplacement de Vladimir Poutine à Londres n'est pas envisagée. C'était donc les propos du porte-parole. Il n'y avait pas matière à tergiverser là-dessus. Cette décision n'est clairement pas étrangère à la tension entre le président russe et les dirigeants occidentaux depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022. Voilà. Il faut préciser quand même, en tout dernier rebondissement concernant cette actualité, que la Russie a quand même il y a quelques jours aussi dénoncé l'attitude blasphématoire du Royaume-Uni après que Vladimir Poutine n'ait pas été invité aux funérailles de la reine Elisabeth. Voilà, parce que lors de ce point de presse, il n'y avait pas encore liste officielle des personnalités invitées et simplement le porte-parole évoquait le fait qu'il ne serait pas là, mais ça a été acté lorsque la liste a été publiée et qu'il était bien à noter que le président russe n'était pas invité. Donc la Russie a vivement condamné l'attitude blasphématoire du Royaume-Uni après que Vladimir Poutine n'a pas été invité aux funérailles de la reine Elisabeth. L'enterrement de la monarque, qui est, il faut le préciser, décédée le 8 septembre dernier dans sa résidence de Balmoral en Écosse, auront donc lieu aujourd'hui, le 19 septembre. Cependant, le président russe a été omis, à cause de la guerre en Ukraine qui perdure, il faut le dire, depuis 6 mois. Et c'est Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a donc déclaré: nous considérons que cette tentative
tentative britannique d'utiliser la stratégie nationale qui a touché le cœur de millions de personnes dans le monde entier à des fins géopolitiques. Voilà. Nous considérons donc que cette tentative britannique d'utiliser la stratégie nationale qui a touché le cœur de millions de personnes dans le monde entier à des fins géopolitiques pour régler des comptes avec notre pays est profondément immorale. C'est particulièrement blasphématoire à l'égard de la mémoire de la reine Elisabeth II, en rajoutant d'ailleurs que l'image unificatrice de la reine Elisabeth II, qui ne s'est pas mêlée de la politique par principe au cours de son règne, n'est pas devenu un obstacle aux attaques dissidentes de Londres qui sont soumises à l'accomplissement de leurs propres objectifs conjecturaux. Fin de citation donc de Maria Zakharova, qui est donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui revenait donc et qui a donc utilisé cette expression blasphématoire du fait que Vladimir Poutine n'ait pas été invité aux obsèques de la reine. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a bien? Maria Zakharova, Vladimir Poutine. Il ne sera pas invité. C'est le grand absent des côtés de l'Angleterre. Bon, allez, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? Sans réelle surprise. Pas de surprise, hein, au vu de l'actualité depuis le mois d'avril dernier, avec notamment la guerre en Ukraine. Il y a eu des positionnements de part et d'autre. Il y a des gens qui ont clairement pris le parti de l'Ukraine, voilà, et notamment la Grande-Bretagne, représentée par son premier ministre de l'époque, justement, et ça continue. Ils ne sont pas favorables ils ne sont pas d'accord avec cette guerre en Ukraine. Donc le contraire aurait peut-être surpris les uns et les autres. En tout cas, c'est une guerre. Voilà, ça se passe entre eux. Voilà. Bon, beaucoup d'Africains sont quand même de ce côté-là. N'ont pas refusé l'invitation, ont envoyé soit le Premier ministre, soit eux-mêmes ils iront. Voilà, parce qu'il faut faire bonne figure de ce côté-là. Il faut peut-être faire partie des meilleurs pleureurs de la reine. On ne sait jamais. Parce que... Surtout qu'il y a des pleureurs vraiment très pleureurs, voilà, professionnels de l'Afrique. Et ben voilà. On n'aura pas le buzz de ce jour, compte tenu du temps qui nous tient la gorge. Peut-être en quelques secondes, puisque nous avons encore quand même quelques secondes, justement, les messages, les commentaires sur la toile. Les commentaires sur la toile. On a Pauline Gianza qui dit développer les pays, il y aura peu d'immigration. Diagari Diaz, Koulibaly, salut depuis Italie. Maintenant, et puis le reste. Voilà. Et voilà, c'est tout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on vous souhaite de passer une suite de journées très ensoleillées malgré la pluie qui, depuis ce week-end, ne laisse personne respirer. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h passé de 45 minutes. On vous laisse en compagnie de la grande équipe du journal, de la rédaction pour le journal bilingue en langue française et en langue anglaise, bien évidemment. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur For You Télévision. Bye bye.